Monsieur le Président de la République, le groupe des médias du consortium L'Anecdote, composé de Vision 4 Télévision, Africa Express, Satellite FM et le journal L'Anecdote, vous remercie de lui accorder cet entretien exclusif dans cette période charnière qui annonce des échéances électorales importantes et décisives pour la République centrafricaine. Vous avez passé déjà quelques années à la tête de ce pays avec des transformations palpables du visage global de votre pays et nous nous autorisons de vous poser quelques questions avec votre pays qui est toujours confronté à des défis majeurs de sécurité économique, sociaux. Monsieur le Président, merci une fois de plus de nous recevoir. Bonjour, professeur Faustin Archange Touadéra. Bonjour, et c'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous allez me donner pour parler du pays, surtout en ce moment important, vous l'avez mentionné. Alors, nous sommes avec des collègues du groupe média de l'Anecdote. Nous aurons deux parties de cette interview, une en français et la dernière en sango. Monsieur le Président, la première question, si vous voulez bien, est de savoir à quelques semaines des élections générales. Vous allez tenir des élections présidentielles, municipales, législatives. Quel est l'état des lieux de votre pays alors que vous vous apprêtez à affronter cette importante échéance? Je voudrais vous remercier. L'état des lieux. Souvenez-vous qu'en 2013-2014, notre pays a traversé des moments très critiques. Quand j'ai pris mes fonctions en 2016, vraiment le pays était complètement en lambeaux. Et il y avait pratiquement sur l'ensemble du territoire que des groupes armés. Et l'autorité de l'État n'est réduite que pratiquement dans la ville de Bangui. Et dans ces conditions difficiles, on ne peut pas parler de développement. C'était des questions d'urgence, de sécurité, de paix. Et pratiquement une grande majorité, une bonne partie de nos compatriotes s'étaient réfugiés dans les États voisins. Au Cameroun, au Tchad, au Congo, en RDC, ils étaient partout. D'autres, ceux qui en avaient la capacité, étaient partis très loin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous assistons à vraiment une inversion. Bien au contraire, ceux qui étaient partis, aujourd'hui, sont dans un mouvement de retour. Ça signifie qu'il y ait la paix. Et que la concorde, pendant cette période, il y avait vraiment la division, la désunion. C'était extrêmement difficile. Maintenant, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la confiance est revenue, le vivre ensemble, la cohésion sociale. À un moment donné, on va parler d'un conflit religieux, chrétien contre musulman. Mais aujourd'hui, il n'en est pas le cas. Donc, et voilà autant Et maintenant, il y a la paix. Des actions, pendant les 10 années, nous avons, outre ces questions de sécurité et de paix, nous avons amorcé des questions de développement pour essayer d'améliorer la situation de nos compatriotes. Et voilà, nous avons... maintenant, suivant notre constitution, mais en 2028, le 28 décembre, le peuple est invité à aller choisir ses dirigeants. Alors, c'est un moment clé, vous l'avez mentionné, c'est un moment clé. Ils vont aller voter dans la paix et aussi pour renouveler sa classe politique, les classes dirigeantes. Autant dire, Monsieur le Président, que la RCA est redevenue un pays structuré, qui a retrouvé son intégrité territoriale, c'est ça? Effectivement, aujourd'hui, les Centrafricains vraiment regardent la vie d'une autre façon, parce qu'aujourd'hui, ils sont sereins, ils sont confiants. Je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de problème, non, il y a beaucoup de défis. Nous sommes un pays fragile, un pays enclavé, on sort d'une crise, mais on voit bien que le peuple centrafricain est résilient.
et a montré sa grande capacité de résilience. Et aujourd'hui, on voit l'avenir avec sérénité, avec... bien sûr, il y a des défis, mais nous sommes prêts à les affronter avec nos compatriotes. Monsieur le Président, à quelques semaines seulement des élections, l'on note la sortie de certains médias occidentaux qui, à travers des récits bien élaborés, tentent de jeter du discrédit sur l'organe en charge de l'organisation des élections dans votre pays, bien que cet organe ait d'ailleurs une expérience assez avérée. Que répondez-vous à ces médias? Mais vous l'avez mentionné que ces médias, avec des intentions inavouées et avec un discours bien orienté, veulent tenter de discréditer ce qui se fait ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais je ne vois pas ailleurs une entreprise qui ne présente pas des risques, des difficultés. Nous avons des difficultés, étant entendu que pour ces élections, nous avons eu la promesse de certains nombres de partenaires qui voulaient nous financer pour améliorer ou tout au moins faciliter la préparation, mais ils n'étaient pas au rendez-vous. Alors, le gouvernement, avec quelques autres partenaires, continue de travailler. Et ils disent cela, mais nous faisons notre petit chemin dans l'organisation des élections et au vu, évidemment, il y a des défis, mais l'ANE continue de travailler, soutenue par des autres institutions de la République, soutenue aussi par le Trésor de la République centrafricaine et quelques partenaires qui nous appuient, notamment le PNUD et autres. Je vous assure que aujourd'hui, un élément important de ces scrutins, c'est le fichier électoral. Ce fichier électoral a été révisé, ça a pris du temps, mais nous avons aujourd'hui un très bon fichier électoral, capable de vraiment de nous aider à aller dans la transparence à ces élections. Et n'en déplaise à ceux qui pensent que ce serait le chaos. Je pense que ce ne serait pas le chaos, bien au contraire, la République centrafricaine sortira grandie et je fais confiance au peuple centrafricain qui a déjà monté, je le répète, sa grande résilience et qui est à l'écoute des enjeux qui les concernent parce qu'ils avaient vécu des moments assez difficiles et donc ils ne veulent plus revenir en arrière, c'est en avant. Monsieur le Président, depuis quelques mois, nous le savons, vous avez déclaré votre candidature pour un 3e mandat. Les 2 précédents ont été marqués par des réformes profondes. Vous l'avez dit tout à l'heure, le lancement de certains chantiers structurants pour la République centrafricaine. Il semble aujourd'hui évident que si vous sollicitez un nouveau mandat, c'est pour parachever ces chantiers. Pouvez-vous nous présenter la feuille de route stratégique qui guidera donc la poursuite et l'achèvement de ces chantiers prioritaires? Vous l'avez bien mentionné, vous savez que ma candidature, bien avant que je ne fasse acte de candidature, je crois savoir que Vision 4, qui est souvent présente sur la scène politique ici, qui suit de près, a vécu ces moments de marche où dans toutes les régions, évidemment, les gens ont marché pour me solliciter pour que je puisse faire acte de candidature. Et je l'ai accepté volontiers avec beaucoup de plaisir. Et mon parti aussi, le MCU, l'a vraiment plébiscité. Et donc, c'est avec force et enthousiasme que je vais donc à ces élections. Alors, quelles sont les stratégies? Nous avons, pendant ces moments-là, nous avons mis en place un plan national de développement, 2024-2028. Il n'y a pas longtemps, au Maroc, grâce au soutien de Sa Majesté le roi du Maroc, nous avons présenté ce plan national à Casablanca aux investisseurs. Ce plan étant bien structuré, avec des priorités clairement définies, a pu
disons, recueilli des annonces de financement de l'ordre de 9 milliards de dollars. Bon, pour la République centrafricaine, c'est quand même une somme importante. Et bien sûr, c'est des annonces. Et nous ferons fort de tout mettre en œuvre pour les mobiliser, pour le développement. Ce plan national prend en compte l'ensemble des projets, notre vision pour les 5 années. Maintenant, nous sommes en 2025. Nous allons, dans un premier temps, si nous sommes élus, poursuivre ce plan, hein, parce c'est un plan cohérent avec des projets structurants, comme vous l'avez mentionné, et des projets qui concernent aussi la vie sociale de nos compatriotes. Donc nous allons travailler pour soutenir, pour réaliser ce plan national de développement. Pour ça, Touadéra, malgré votre large volonté d'ouverture, on a l'impression que vos contradicteurs qui se recrutent majoritairement dans l'opposition continuent de penser que le jeu démocratique et électoral est verrouillé en RCA. Est-ce que vous avez quelques garanties à leur donner pour battre en brèche ces allégations? Je ne comprends pas que ces compatriotes continuent de dire ce que les jeux sont déjà faits et tout ça. Non. Ou tout au moins, ils ont peur. Parce qu'ils voient l'adhésion populaire à notre engagement et aux réalisations. C'est ça qui leur fait peur en disant que mais les dés sont jetés, puisqu'on voit bien qu'il a l'adhésion de toute la population et on voit la ferveur de la population. C'est par rapport à ça qu'ils le disent, mais pas par rapport à l'organisation. Nous voulons des élections crédibles, transparentes, et nous mettons tout en œuvre pour que cela soit ainsi, que ce soit des élections qui ne puissent pas être contestées ou mal. On met tous les moyens et l'État va tout faire pour donner les moyens à l'ANE pour une bonne organisation de cela. Il y a des difficultés, mais c'est un moment crucial de la vie de la République centrafricaine. Ce moment-là où les Centrafricains doivent choisir leurs dirigeants. C'est important d'abord pour le développement, pour la démocratie et pour le progrès de la République centrafricaine. Donc ceux qui le disent, je pense qu'ils disent de mauvaise foi, ou bien ils jettent l'éponge dès le départ. C'est plutôt ça que je peux dire. Monsieur le chef de l'État, quel est le projet de société qui sous-tend votre candidature à ce troisième mandat? Le projet de société, mon projet de société est assez dense, mais je venais de le dire tantôt que nous avons mis en place un plan de développement, un plan national de développement. Donc ce projet de société va avoir comme socle ce plan national de développement, qui s'articule d'ailleurs dans un premier temps sur le capital humain. On doit tout travailler pour vraiment améliorer le capital humain de la République centrafricaine. Ensuite, dans un premier temps, vous avez la poursuite des conditions de paix et de sécurité dans le pays. Parce que ça, nous avons vécu un passé récent très difficile. On veut consolider la paix, retrouver le capital humain et travailler sur les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et autres. Et ensuite, les secteurs productifs, c'est-à-dire améliorer les recettes, nos ressources, avoir des recettes. Donc on va développer les différents secteurs, notamment les infrastructures, les mines, l'agriculture et autres, l'énergie. Et ce sont autant de secteurs qui ont fait l'objet de certain nombre de plans, de projets que les bailleurs ont accepté de vouloir financer. Donc sur ces 4 axes, nous allons travailler jusqu'en 2028 et ensuite nous aviserons après avoir fait une évaluation du PND et nous verrons ce qui adviendra de notre plan national de développement.
Justement, Monsieur le Président, dans ce plan national de développement que vous vendez aux électeurs, il faudrait, Monsieur le Président, peut-être qu'on sache quelles sont les mesures structurelles claires qu'on prévoit dans des domaines tels que la santé, l'éducation ou encore l'accès à l'eau potable, hormis la sécurité. Oui, vous avez dit, je n'ai pas, que je ne cherche pas à vendre. Vous savez que le plan national de développement est conçu de manière participative. Toutes les communautés ont été interrogées, ont participé, ont contribué pour donner leur vision de la République centrafricaine. Et ont donné les secteurs prioritaires. On dit ce qui les intéresse pour leur vie. Et c'est ça qui est vraiment concentré dans... Et nous avons, bien sûr, il y a eu beaucoup de points, mais nous sommes concentrés sur les priorités que je venais de vous évoquer. Mais dans le domaine précis de la santé, vous savez que nous avons mis en place les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour le renforcement. On va lutter contre la mortalité maternelle et infantile, qui aujourd'hui a un taux très élevé. Et donc nous allons mettre un accent particulier là-dessus. Nous allons travailler sur la santé de la mère et de l'enfant. Nous allons davantage accentuer, renforcer la prévention au niveau de la santé par les vaccinations, parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour travailler sur l'aspect curatif, mais sur des maladies évitables, par vaccination ou par les comportements. Nous travaillons là-dessus avec un certain nombre de partenaires. Et vous voyez, après la crise, tous nos établissements, pour la plupart, de santé ont été vandalisés. Donc on est en train de les réhabiliter, de construire de nouvelles infrastructures pour la santé. Et en même temps, nous avons recruté pratiquement 2000 et quelques agents de santé. Ce qui est pour le pays, c'est important, c'est énorme, hein, pour travailler dans le secteur. Parce qu'il faut des hommes, il faut des gens qualifiés pour travailler sur ce secteur que vous avez mentionné, la santé. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une inauguration d'une maternité. Nous avons distribué des ambulances sur l'ensemble du territoire et ça va se poursuivre. Plus de 60, 70, 100 ambulances qui seront réparties pour faciliter la référence à un certain nombre de malades. Donc, voilà autant d'éléments qui sont déjà, qui se font en ce moment et qui pourront se poursuivre. Et les établissements de santé que nous allons construire. On a élaboré même des centres de formation régionale pour des personnels de santé. Et donc voilà autant d'éléments. Et dans le domaine de l'éducation, nous avons parlé capital humain, donc l'éducation va jouer un rôle très important pour la formation de nos cadres, les jeunes, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Il faut les former, il faut qu'ils aillent à l'école. Donc il faut améliorer les conditions d'accès de nos élèves dans les établissements. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons construit de nouveaux établissements. Nous avons, si vous voyez ici à Bangui, sauf peut-être le lycée d'État de Rapide, mais la plupart des établissements ont été clôturés et aussi réhabilités. Si vous voyez bien, faites le tour, vous allez voir. Mais on ne va pas, ce n'est pas encore ça. Nous allons poursuivre. Et même les contenus des enseignements, nous avons amélioré les livres, les livres pour leur apprentissage. On a mis à disposition à tous les niveaux, au niveau du fondamental 1 jusqu'au niveau du fondamental 2. Donc, et les enseignants. Nous avons recruté plus de 1500 enseignants. Et 6000 enseignants vont être contractualisés, sont en train d'être contractualisés. Donc c'est la première fois que la République centrafricaine va investir autant sur les ressources humaines dans le domaine de l'éducation. C'est indéniable. Personne, même ceux qui disent des choses là, ils ne peuvent pas contester. Aujourd'hui, nos établissements, on a remplacé les maîtres parents, on va continuer à le faire, construire d'autres établissements. Dans le domaine de l'éducation, parce que avant on formait les gens, ici les enseignants à Bangui. Et ceux qui étaient à Bangui, quand on voulait les envoyer dans l'arrière-pays, ça posait quelques difficultés. Aujourd'hui, on a
décentralisés. Les centres dans les CPR, on forme les instituteurs et dans les centres, dans leur localité. Comme ça, ils connaissent, ils sont là, et donc plus question de vouloir rester ici à Bangui. Donc beaucoup d'écoles ou de centres de formation ont été déployés à travers le pays avec le recrutement de beaucoup d'enseignants pour améliorer Voilà autant d'éléments que je peux... n'oublions pas les infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le corridor 13 qui va nous lier Bangui à Pointe-Noire, en passant par Berberati. Là, ça, c'est un grand chantier. Nous sommes en train de travailler sur notre corridor principal, Bangui-Douala, puisque c'est là où nous recevons beaucoup de marchandises ou de transports. Et donc, on va travailler. Et dans l'intérieur du pays, je dis ça, le pays est très grand. La République centrafricaine, 623 000 km², c'est assez grand. Et les villes sont un peu éparses, donc les routes, qui sont pour la plupart en terre, eh bien, sont dégradées à chaque saison des pluies. Donc, il faut faire un travail de réhabilitation de ces voies routières. Et ça, ce sont des défis que nous sommes en train de travailler. Mais je vois qu'il y a un net progrès, une nette avancée de toutes ces questions que vous venez d'évoquer, pour ne pas bloquer sur votre question. Vous avez hérité, Monsieur le Président, d'un pays en totale ruine, et ça, c'est peu de le dire. Vous êtes seul à avoir le secret du recollage des morceaux. Vous allez peut-être nous dire à la fin de cet entretien. Mais ce qui est aussi important, c'est que vous nous disiez comment vous avez procédé pour la reconstitution des FACA, les forces armées centrafricaines. Comment ça s'est passé? Parce que c'était l'un des défis prioritaires auxquels vous étiez confrontés. Et oui, ça c'est, comme vous avez bien fait de rappeler, quand je prenais mes fonctions de président, l'armée nationale n'existait pratiquement plus. Donc il fallait reconstruire à zéro. On a une armée qui n'avait pas... notre armurerie, depuis après l'indépendance et tout ça, était complètement vandalisée, pillée par les rebelles. Il n'y avait plus rien. Et nos militaires, il n'y avait plus de camp. Les anciens militaires qui étaient parfois, quelquefois, pourchassés par les rebelles, fuyaient un peu partout et où se cachaient. Donc quand j'ai pris mes fonctions, il fallait, comme vous l'avez dit, recoller les choses. Donc on a réussi à travers le soutien de la communauté internationale et aussi la volonté. Et il faut compter aussi avec les FACA qui étaient là, sont revenus en force et on les a organisés. Au jour d'aujourd'hui, avec l'état-major, on était passé sur une base de 5 000 hommes au départ. Maintenant, nous avoisinons plus de 25 000 hommes à la dimension de la République centrafricaine. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, on a un déploiement sur l'ensemble du territoire. On continue la formation. On a plus de 13 bataillons qui travaillent sur le pays. Autant de progrès dans ce domaine. Une armée capable de défendre son pays? Bien sûr. On travaille pour renforcer sa capacité, pour lui donner... ça doit être une armée qui monte en puissance. On a encore des défis, je l'avoue. Mais si vous voyez l'effectif qui monte, on est obligé de soutenir par les moyens. Il faut leur donner les moyens de leur mission. Ce n'est pas facile. Et quand on fait des déploiements comme ça coûte excessivement cher parce qu'il faut les entretenir sur le terrain. Donc tout ça, ce sont des choses que nous sommes en train de mettre en place. De plus en plus, notre armée se renforce. Bien entendu, on continue, il y a encore des défis sécuritaires, les petits banditismes et autres, mais qui sont à la portée de nos forces de défense avec le soutien de leurs alliés ici présents sur le terrain. Monsieur le Président, 25 000 hommes, ça veut dire que les FACA montent en puissance. Face à cela, on a aussi une MINUSCA qui est toujours présente et dont le mandat court. Aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut véritablement évaluer le séjour de la MINUSCA et essayer de comprendre si les FACA peuvent prendre le relais après la MINUSCA de manière autonome à assurer la sécurité du territoire? C'est ça l'objectif.
C'est véritablement ça l'objectif, puisque de toute façon la MINUSCA n'a pas vocation à rester indéfiniment. Et donc avant de partir, il faudrait que nous mettions tout en place pour renforcer, avoir nos forces de défense et sécurité capables de pouvoir assurer la sécurité du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, on est passé d'une armée de projection à une armée de garnison. Il faut travailler sur ça. Nous avons un plan national de défense que nous sommes en train de mettre en route et un déploiement sur les différentes garnisons que nous avons créées. Et donc, nous sommes en cette phase de préparation de notre outil de défense. Et donc, la présence de la MINUSCA est encore nécessaire pour garantir la sécurité, pour nous donner le temps de continuer à structurer nos forces de défense, à les équiper avant de partir. Je crois que le mandat va être renouvelé de la MINUSCA, ce qui est une bonne chose, surtout dans cette période où nous allons aux élections, qu'il faut sécuriser, qu'il faut rassurer la population pour qu'elle aille voter en toute quiétude. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons vraiment en bonne intelligence avec la MINUSCA, surtout avec les nouvelles autorités et avec qui nous nous entendons très très bien pour planifier toutes ces opérations. Et je crois que les choses se passent bien. Monsieur le chef de l'État, avec votre permission, intéressons-nous à présent au désarmement et à la réconciliation nationale. Pour un retour à la normale, plusieurs processus ont été mis sur pied. Nous avons par exemple la main tendue aux ex-combattants à travers le DDRR. Nous avons le dialogue républicain entre les différentes communautés. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que ces processus ont porté des résultats? Absolument. Et de manière incontestable. Voyez-vous, je reviens encore au début, il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas la cohésion sociale. La violence, partout, c'est devenu la règle. Donc il fallait tout changer, il fallait rassembler tous ces groupes armés, il fallait discuter avec eux. Nous avons commencé à discuter pendant plus de 3 ans avec les 14 groupes armés, pour enfin arriver en 2019, le 6 février, à un accord, l'accord politique pour la paix, pour que la paix revienne. Et ça, c'est notre fêtière de réconciliation avec les gens qui ont pris les armes. Malheureusement, en 2021-2026, avec l'arrivée du président Bozizé, que la Cour constitutionnelle a invalidé sa candidature, eh bien, il a pris les armes, il a mobilisé, il a créé ce qu'on appelle la CPC, et la violence a repris. Mais les Centrafricains se sont montrés à la hauteur et ont bouté dehors ces forces négatives qui voulaient en ce temps-là mettre fin à un processus électoral, qui voulait saboter mais grâce au soutien du Rwanda et de la Fédération de Russie et de certains qui nous ont soutenus, on a fait échec à cette tentative de déstabilisation, de retour à la violence dans le pays. Donc les Centrafricains gardent un très mauvais souvenir de ces périodes. Aujourd'hui, sur les 14 groupes armés, 11 qui ont respecté l'accord pour la réconciliation, qui sont signataires, se sont auto-dissous. 11. Et les 2 autres, par la politique de main tendue. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit au groupe, ceux qui continuaient, il n'y avait plus de raison de toujours de causer la violence, parce qu'il n'y avait pas d'éléments politiques. Il n'y avait plus rien, puisque à travers le dialogue, à travers les réformes que nous sommes en train de faire, à travers la cohésion sociale, eh bien, il n'y a plus de raison. Je leur ai tendu la main, j'ai dit, ce n'est pas la peine de rester en brousse, il faut venir. Et ce sont des fils du pays, ils ont écouté mon appel. Là, aujourd'hui, grâce au soutien du président Déby, on a pu discuter avec 3R et UPC, et nous sommes dans un processus, comme vous l'avez dit, de DDR avec eux, et qui marche très bien.
il y a 2 jours, toujours dans les discussions avec le MPC, on a eu un accord. J'espère que ceux-là vont aussi revenir dans le processus pour qu'il y ait la paix en Centrafrique. Et aujourd'hui, je suis très heureux de dire que, il y a la réconciliation, il y a la cohésion sociale, et les gens qui ont pris les armes hier, beaucoup sont maintenant revenus dans la République, et je pense que nous allons ensemble construire notre pays pour son développement. Monsieur le Président, la corruption gangrène les économies africaines et certains de vos prédécesseurs en ont été victimes, qui ont laissé de l'impunité. Et certains de vos chantiers prioritaires étaient justement de favoriser le recul de cette gangrène, de ce fléau, la corruption. Vous avez fixé la bonne gouvernance et la transparence comme l'une des priorités. Est-ce que vous pourriez nous faire un bilan mesurable aujourd'hui de ce qui a été mené comme lutte pour le recul de la corruption et la promotion de la bonne gouvernance? Vous l'avez mentionné, ça c'est un des fléaux que nous avons vu. C'est pour ça que nous avons mis en place l'institution de la bonne gouvernance. Nous avons, à travers aussi les réformes que nous avons faites au niveau des finances publiques pour assainir nos finances publiques, et aussi dans plusieurs directions pour lutter justement contre ces mauvaises manières de servir notre pays. Évidemment, à travers la justice que nous avons renforcée. Vous avez vu aujourd'hui, au début de mon mandat, j'ai mis en place la CPS qui était effectivement recommandée, mais il a fallu beaucoup de courage pour mettre en place la CPS. Et aujourd'hui, nous avons les tribunaux de proximité dans tout le pays, pour juger des affaires, pour lutter contre un certain nombre comme je l'ai dit, de mauvaises manières de servir. La justice est aujourd'hui renforcée. Nous continuons, nous avons recruté beaucoup de jeunes magistrats pour les déployer, pour que la justice soit proche de la population à travers le pays. Autant d'éléments qui montrent notre volonté à ne pas laisser la place à l'impunité. C'est clair dans notre démarche au niveau des réformes. Aujourd'hui, nous avons un projet de digitalisation de notre administration. Ça, c'est toujours des mesures pour réduire la corruption et faire en sorte que, bien évidemment, les ressources que nous devions mobiliser aillent justement là où il faut pour le bien-être de la population. C'est vrai, vous avez bien fait de le relever, la lutte contre la corruption est vraiment un des éléments clés de notre gouvernance. Monsieur le Président de la République, intéressons-nous à présent aux réfugiés. Avec les multiples crises sécuritaires qui ont secoué le pays, de milliers de Centrafricains se sont déplacés, se réfugiant dans les pays voisins, à l'instar du Cameroun. Quelles sont les politiques mises sur pied pour leur retour dans leur pays, et ceci dans la dignité? En tout cas, merci beaucoup. Je disais au début de notre entretien que quand j'ai pris mes fonctions, la tendance était que les gens quittaient le pays. Les gens quittaient, ceux qui avaient les moyens pouvaient le faire, allaient sur des pays voisins, nos frères, qui vraiment, compte tenu de la situation, ont fait le sacrifice de les accepter et de les prendre sur leur territoire. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Nos compatriotes reviennent. On a un grand programme avec le HCR pour le retour des réfugiés. C'est par centaines qu'ils rentrent aujourd'hui. D'autres sont rentrés de manière spontanée, mais d'autres encore donc, dans le cadre de cette convention avec les pays où se trouvent les réfugiés et l'HCR et nous-mêmes. Donc on a des accords là-dessus et beaucoup sont rentrés. On développe des programmes à l'intérieur pour les accueillir et aussi travailler sur leur communauté pour leur permettre justement d'être en convivialité dans leur communauté. Voyez-vous, quand je prenais mes fonctions, l'aéroport de Bangui, Poko, c'était plein de réfugiés.
on appelait ça le ledger. Les églises, les mosquées, et de certain nombre d'endroits publics, il n'y avait que des personnes déplacées internes. Il n'y a pas que les réfugiés, il y a les déplacés internes. Vous voyez, pour chercher la sécurité, tout ça, ils se mettaient autour de l'aéroport, du ledger de l'aéroport. Vous voyez. Alors, maintenant, vous ne voyez plus ça. Ça veut dire qu'il y a un grand travail qui a été fait pour réconcilier les gens, pour assurer leur sécurité. Et évidemment, il fallait faire un travail, vraiment, pour que ces compatriotes puissent retrouver leur localité, leur maison et vivre en paix. Et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, je vois qu'il n'y a plus de ledger, il n'y a plus de ceci, et que les réfugiés, nos compatriotes qui sont à l'étranger, vraiment sont intéressés de rentrer. Évidemment, d'autres ont trouvé meilleure situation ailleurs et ils continuent d'y rester, bon, avec le soutien des pays frères, mais nous incitons tous nos compatriotes à rentrer au pays, même ceux de la diaspora. C'est pour ça que j'ai créé le ministère des Affaires étrangères et aussi qui est chargé des Centrafricains de l'étranger, pour créer les conditions pour que ces compatriotes puissent participer au développement de leur pays. Nous savons qu'il y a des cadres compétents, nous savons des gens qui sont intéressés à investir dans leur pays et qui n'ont pas oublié d'où ils venaient, d'où ils viennent, et qui comptent. Donc on doit créer les conditions, aussi pour les réfugiés que pour nos compatriotes de la diaspora. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois qu'avec beaucoup de succès, il y a encore des défis, mais nous sommes heureux d'accueillir nos compatriotes qui rentrent. Voilà qui nous amène à nous intéresser, Monsieur le Président de la République, aux partenariats stratégiques et aux relations que vous entretenez avec les États voisins. Votre politique étrangère ces dernières années est marquée par une diversification des partenaires de la République centrafricaine avec l'entrée des puissances émergentes comme la Russie et la Chine. Quel bilan faites-vous de cette nouvel équilibre géopolitique et quelle place donnez-vous à présent aux États voisins, à l'instar de la CEMAC, de la CEAC et puis à l'AES, dans votre future diplomatie? Mais voyez-vous que la République centrafricaine fait partie de la communauté des États de l'Afrique centrale en ce qui concerne la CEMAC, et nous sommes part entière, nous sommes dans un ensemble sous-régional qui fonctionne. J'en étais le président en exercice il n'y a pas longtemps. Je viens de passer la main au président Denis Sassou Nguesso. Donc nous sommes dans cette dynamique et la République centrafricaine reste dans cette dynamique parce que nous pensons que c'est ensemble que nous devions répondre à un certain nombre de problèmes de notre sous-région. Et bien entendu, la République centrafricaine, qui est un pays fragile, et aussi veut s'ouvrir à tous les pays amis qui souhaitent travailler avec la République centrafricaine. Bon, vous parlez de la Russie ou de la Chine, mais ce ne sont pas des nouveaux partenaires. Ils étaient là depuis. Mais notre coopération s'est renforcée dans d'autres directions, comme nous cherchons à renforcer aussi avec d'autres. La République centrafricaine est ouverte à tous les pays amis qui souhaitent coopérer avec nous pour notre développement et aussi pour nos intérêts réciproques. Monsieur le Président, deux types de coopération principalement, les coopérations économiques, mais aussi les coopérations militaires. Alors, si vous êtes réélu à la fin de ces élections, quel modèle voudriez-vous mettre en place pour avoir un peu plus de résultats que ce qui est observé actuellement, parce que la Centrafrique, nous le savons bien, voudrait profiter un peu plus de ces deux types de coopération. Voyez-vous, avec la MINUSCA, j'ai dit tantôt qu'à un moment où on était en difficulté, c'est tout à fait normal que nous tendions la main à la communauté internationale à travers la MINUSCA de nous aider. Mais cette mission n'a pas vocation à rester indéfiniment. Et il nous faut commencer à préparer notre outil de défense. Évidemment, aucun pays au monde aujourd'hui, tous les pays sont en collaboration, même sur les questions de sécurité. Il y a des échanges, il y a des partages d'informations. La République centrafricaine va continuer
à travailler avec ses amis, ses partenaires sur ces questions que vous venez de poser, sur les questions de défense et de sécurité, parce que nous avons besoin. Vous savez, ne fût-ce que dans le domaine des renseignements, ne fût-ce que dans le domaine des équipements, on a besoin de coopérer. Et puis aussi, nous sommes dans la sous-région, donc nous travaillons aussi sur notre coopération. Nous avons signé des coopérations dans le domaine de la défense avec tous les États voisins pour vraiment la fluidité et aussi pour assurer la sécurité de part et d'autre. Donc, d'abord, nous avons besoin de cette coopération et même en termes de présence sur le territoire. Mais ce n'est pas on ne va pas continuer dans cette... C'est pour ça, avec le soutien de ses amis, nous travaillons pour la montée en puissance de nos forces de défense. Mais nous allons continuer la coopération avec tous les États qui le souhaitent pour renforcer ce domaine de la sécurité. Alors, l'un des débats au relent panafricaniste actuellement, s'articule autour de la monnaie, donc du franc CFA. Professeur, on vous sait panafricaniste dans l'âme, dans le sang. Quelle est votre position exacte au moment où l'on pense que le franc CFA devrait être oublié par la zone qui l'adopte jusqu'ici? C'est vrai, nous avons des réflexions, mais je ne peux pas... J'entends le sous-entendu de votre question, mais je ne veux pas aller dans cette direction, étant entendu que je vous ai dit qu'il n'y a pas longtemps, j'étais président en exercice de notre sous-région avec le franc CFA. Il y a une réflexion globale avec tous les autres chefs d'État de la sous-région. Et nous avons la réflexion. Et je suis solidaire de ce qui a été décidé ensemble. Et nous allons poursuivre notre réforme monétaire à l'intérieur de notre espace économique. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur la question. C'est vrai, il y a des discussions sur l'avenir du franc CFA, comment nous voyons au niveau de notre sous-région, mais cette question est abordée par la conférence des chefs d'État et des solutions, une planification a été mise sur pied et nous travaillons dans ce sens. Toujours est-il, professeur, que vous êtes l'un de ceux qui menacent de s'affranchir, je veux dire, heureusement, de cette dépendance monétaire, parce que vous avez lancé, il n'y a pas très longtemps, en 2022, notamment les crypto-monnaies, avec le Sangocoin. Où en êtes-vous exactement avec la mise en œuvre de son adoption? Oui, vous avez dit, oui, c'est un sujet très important pour la République centrafricaine et aussi pour la sous-région. Mais nous pensons que l'avenir est aussi dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous avons la finance internationale, ses modalités de fonctionnement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de la crypto-monnaie, des monnaies numériques. Aujourd'hui, ça circule. Et on doit donner des réponses. Et ça va nous rattraper. Nous avons pris le courage de faire voter une loi. Heureusement que l'Assemblée nationale nous a suivis pour voter. Nous avons été critiqués, d'autres ont vu que... Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a un certain nombre de pays, même les plus grands, qui travaillent dans ce domaine. Même les instances financières travaillent sur les crypto-monnaies. On ne peut pas échapper. Bon, nous avons peut-être eu tort mais je n'ai pas tort, mais je crois que nous sommes dans le vrai. Et l'avenir nous le dira. Voyez-vous que notre pays n'arrive pas à mobiliser les ressources pour son développement. Mais nous savons qu'à travers le monde, on peut trouver des petits investisseurs qui, en augmentant leur nombre, peuvent permettre d'investir dans notre pays. Et la crypto-monnaie, avec la blockchain, nous donne cette possibilité dans la tokenisation de nos ressources. On peut contester, on peut dire ça, mais c'est une voie
une voie royale pour la mobilisation des ressources pour notre développement. Aujourd'hui, on peut avoir un secteur minier qu'on peut tokeniser et avoir des investisseurs de par le monde. Est-ce que vous n'allez pas jouer en solitaire dans la Sorojuan? Non. Est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être pour l'instant, mais je crois, je discute avec mes pairs, certains sont intéressés et on essaie de voir notre législation. Ce n'est pas, contrairement à ceux qui pensent que c'est contraire à notre législation, je pense que non. Aujourd'hui, je vois les instances, au début, ils étaient un peu serrés, mais maintenant, ils sont obligés de relâcher parce que les réalités nous rattrapent. Nous rattrapent. Bien sûr, on n'est pas encore... on n'a pas encore les instruments, les mécanismes qui sont en place, mais bientôt. Nous, on a déjà une législation dans le domaine. On a voté une loi et on continue de travailler là-dessus. Personne ne nous conteste aujourd'hui cette situation-là. Bien au contraire, les gens nous posent des questions. Comment vous avez fait? Et ça, c'est la vision du demain. On ne peut pas y échapper. Ceux qui combattent ça, eh bien, c'est à tort. Il faut s'ouvrir, il faut aussi regarder plus loin. Bien sûr, on pense que la République centrafricaine, qui est un petit pays, ne peut pas se permettre cela. Mais je crois que on a quand même un minimum de connaissances pour pouvoir dire qu'on voit loin. Les puissances occidentales, impérialistes, vous laisseront votre paix? Mais il faut se battre. On ne va pas se laisser toujours écraser de penser que la vérité vient seulement que de ces pays. Non. On doit dire non. On doit, si on a la capacité, on a le machin, il faut oser. Hein, il faut oser. Et je pense que c'est comme ça que nous allons frayer notre chemin. Parce que si on reste dans ce schéma-là, on sera continuellement écrasé et on ne pourra pas se développer. En tout cas, c'est comme ça que je pense. Monsieur le Président de la République, nous allons passer à la deuxième partie de cet entretien exclusif avec quelques deux questions en sango avec Jean-Claude Fouda Bega, le collègue. Biati Kodro Ibarala. Biati Kodro, Angba qui quitte Lango, Titene à Centrafricain, à Gouti, Sorofinique. Biati Kodro Chala. Nyela mo iti tenera. Singila na unda wondo timo be mungu ndebezuti bara azuko ya kemaye ya kebai na ati limontala tatene bieni na ati ketengwe na le 28 décembre ndia a mulege na centrafricain kwe ti goti voté fini biati Kodro akemene kota ngwe mingi ame kota yemingi et vote ne agiti président okwape agetia a badalezo tia député na tia a conseillers municipaux na tia conseillers régionaux kwe ibumbi a sorgwazoni o chokwe et ça nena la tia ngoso pourquoi ibumbi ni kwe kozoni yeti sara ndende mais là ni so de ditene et ça la révision du fichier électoral après amu ni là et banzoni tene ibumbi encore isarani parce que maingoti koroti a londoginandoti a sorongwazoso surtout ti démocratie ti maingoti démocratie na ti koroti a ti tene ikwe igo y voter parce que igo y voter azwa et que voter amer à la soirée grande mère pourquoi igo voter là ton y voter là à la inga que il faut anisar quoi mentir population parce que ti peko à la peut de voter n'a pas so akemini kota ina di kodi parce que ça ngu balo choso a voté à mer après cause dit tene et ça quoi so la embi muni nkangu parce que akati maingo ti koroti là ti de koroti a mai na di tenti démocratie na di tenti quoi parce que azo mo voter là na ta keta Kodro na ala la ga balegi tenti a dungu ala ga balegi tenti a dutingu ala ga balegi tenti go mota école ti aketeni ala ga ba nan titene kodoti à mai donc na le 28 so bi unda na centrafricain kwe titene à la gwe à la soro biati korotala évidemment et unda na aine aksara kwa titena leke ligini nzoni titene aikwe agona ligini aturu gugati koroti ala ke bembendo ande titene sécurité aduti nati ngweti sorngozo so kwe il faut mbeto asara la paix zoko ko agwa voter biati ko akekuta
ngwela si ndia munai parce que nati ngweso ndia amuna centrafricain oko pouvoir, ça veut dire ngangu. Et ngangu sola lokenani si loke bumbi oko ou c'est ota oshoton laisse la gamingi ouais ala muna menizo oko si le sana quoi tandis que ala muna mengangu tala simiga ibati kodro jusqu'à d'ici dans mars 2026. Donc on a windia ouais il faut abanga même ngiti kodro titene amuna lo ngangu so titelo le sana ni binga ko mbiki goti dekapa tona là-bas quoi so misara kenjoni na tango so iki na sirire isa quoi fade ala kira encore amuna mbi ngangu so titene et continuer na kwa so isara si titiriri na ti maingo ti kodro biati kodro iba mozi mamboko na amulingi also agona kodro ndi agona Cameroun ambena agona Gabon ambena agona Chad moza la karaki na kodro ambena so agungombe mo ira ala gagbani na kodro secret mo landwa merci mingi na onda ndo timo mbigi to na babati kodro amongi apedi grisalege ti sara meni nende mais agati titeni fana la njoni lege titeni ala kiri na yati sewa titeni batakodro so teni ti azo so si akbati mungombe ti sara so na mbata so biyor mamboko nala sengi ape parce que babati kodro biye siriri biye aussi njoni tiala parce que ne yati so la sara so mingi ni akui ala nga kwa sa soni na population mingi gisenge beni so ala wana pokona adape gifango zo sango ikri bon ça toujours boni jusqu'à nandwa ni là bior mbok nala ala yeda fade so ala ça plus désablement quelque difficulté ada mais il faut le bon ngangu bi mungangu tibi kwe titena isala si quelque aiso de tisara peso ikile keniti tena agonjoni et bi ba que kwane agonjoni et jaitati solani na leti kutabira so atina Centrafrique mingi ni akpeti goti batagigi tal na beni akodo sa gondurna yi ambina gwayo mais isa kota porosona sise ala kwe na litala ka ba siriri akir na kodro siriri akira ala petit mbagi na kodro wandi ape nila ile kilegi ni na asia titene ala kir na kodro ai tatala gyake yambala na ala ganga aussi titene ala mumamboko titene isara kwa kodro parce qu'il y a Centrafricain qui mingi ape et 6 millions et kodro na kono et isa il faut besoin mamboko il faut azusuti mandango alaga si petit sara kwa titene kodro agona devant donc ni là mamboko ti a titene et ici mamboko na Centrafricain kwe alaga sara kwa ti kodro tala nangangu tala kwe titene kodro ti a mai ba kiringo pokoti tene so monde na bisola. Monsieur le Président de la République, Excellence Faustin Archange Touadéra, avant de prendre congé de vous, vous avez peut-être un message à adresser au peuple centrafricain et à la communauté internationale alors que vous apprêtez à aborder la période électorale qui se pointe à l'horizon. Non, le mot de la fin, c'est pour mes compatriotes, c'est que nous devions garder la sérénité. Et il ne faut pas écouter ceux qui font des pronostics ou qui pensent que le pays va être à feu et à sang. Non, aujourd'hui la paix est revenue. Et tous les Centrafricains doivent aller aux urnes pour voter leurs dirigeants. Qu'ils n'aient pas peur. Nous allons assurer la sécurité. Il y a un plan de sécurisation de ces élections. D'aucuns pensent que l'ANE ne va pas... Non, l'ANE, on a donné les moyens à l'ANE. C'est difficile, nous sommes... mais aujourd'hui, l'État, avec toutes les autres institutions, nous travaillons pour que l'ANE puisse avoir les moyens et de bien organiser les élections. Ces élections vont être libres, démocratiques, transparentes, paisibles. Et c'est ce que je dis à la communauté internationale. Nous avons eu des difficultés par certains partenaires
qui nous avait promis des ressources n'était pas au rendez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, nous devions tenir ce délai parce que c'est une date constitutionnelle. Après ça, eh bien, on sera dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Donc, il est urgent que les Centrafricains travaillent pour que cette élection se fasse et qu'eux-mêmes aillent voter pour que nous ayons des nouveaux dirigeants au sortir des urnes. Et je demande le soutien de la communauté internationale et de continuer à nous soutenir dans nos actions et aussi pour certains d'arrêter de diffamer le pays, de dire la désinformation en ce qui concerne la République centrafricaine. La République centrafricaine a changé et est dans le progrès. Et aussi le peuple centrafricain est résilient, à monter sa capacité à tourner le dos à ces moments difficiles. Et il faudrait que nos pays frères, amis, aillent dans ce sens-là, que de continuer à la désinformation. Voilà ce que je peux vous dire. Monsieur le Président de la République, l'équipe des médias du consortium L'Anecdote vous remercie grandement pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Nous avons abordé des questions très importantes pour édifier le peuple centrafricain et aussi la communauté internationale sur la façon dont nous voyons les choses. Je ne peux que vous remercier. Et remercier Vision 4 ou tout au moins le groupe Anecdote pour cet entretien qui vient à point nommé juste avant les élections. Merci beaucoup.